Au sommaire de ce journal, à la demande des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence ce vendredi pour examiner les atrocités perpétrées contre les civils, notamment par l'AFC M23. Les détails dans ce journal. Autre titre, clôture de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le Japon et les pays africains ont signé une déclaration finale qui souligne l'importance d'un approvisionnement stable et d'un développement responsable des minerais critiques. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, la crise dans la partie est de la RDC était au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue ce vendredi à New York. Elle a été convoquée à la demande des États-Unis, dont la sous-secrétaire générale pour l'Afrique au sein du département des affaires publiques a dénoncé la montée de la violence orchestrée par le M23 soutenu par le Rwanda et les atrocités commises par les ADF. Les représentants américains et français ont tous appelé à des actions fermes alors que la RDC a insisté sur le renforcement des sanctions contre les commandants rwandais et de l'AFC M23. C'est la 9985e réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a été convoquée en urgence à la demande des États-Unis pour discuter de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, particulièrement de l'exacerbation des conflits et des attaques à répétition des groupes armés comme l'AFC et les ADF, malgré les récents cessez-le-feu. La sous-secrétaire générale pour l'Afrique au sein des départements des affaires politiques et de consolidation de la paix et des opérations de paix des États-Unis y a présenté un briefing. L'objectif poursuivi par les États-Unis était de condamner les violences, clarifier les responsabilités et renforcer les engagements des parties dans le cadre de Washington et de Doha. L'objectif poursuivi par les États-Unis était de condamner les violences, clarifier les responsabilités et de renforcer les engagements des parties dans les cadres des négociations de Washington et de Doha. Les USA et la France ont donc appelé à une action ferme. Comme cela a été relevé par les Nations Unies, nous sommes confrontés une nouvelle fois à une dégradation très préoccupante de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je soulignerai 3 points. Tout d'abord, l'escalade des attaques contre les civils par les groupes armés et les groupes terroristes dans l'Est de la RDC est inacceptable. Elle s'ajoute à une situation humanitaire déjà catastrophique et qui ne cesse de se dégrader. Le haut-commissaire aux droits de l'homme, M. Volker Turk, a récemment fait état d'attaques menées en juillet par le M23 contre un grand nombre de civils au Nord Kivu. D'autres groupes armés, comme la Codeco, continuent de multiplier les violences contre les civils. Dans le même temps, le groupe terroriste des forces démocratiques alliées, affilié à Daesh, a perpétré une attaque contre une église à Komanda, en Ituri, attaque que le Conseil de sécurité a condamnée. Cependant, l'Algérie, le Mozambique, la Chine et la Russie, pour ne citer que ces derniers, ont appelé à une approche plus neutre pour préserver la diplomatie régionale. Le représentant de la RDC a réitéré la position de Kinshasa, demandant le renforcement du régime des sanctions contre les commandants rwandais et de l'AFC M23. Cette réunion se tient alors que Kinshasa et l'AFC s'accusent mutuellement de violer l'accord de principe de Doha, dont les négociations peinent à se poursuivre. Sur le terrain, les combats se sont intensifiés et les populations civiles sont souvent prises pour cible. Dans l'actualité également, la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique s'est clôturée ce vendredi sur une note de satisfaction. Représentant le chef de l'État, la première ministre Judith Suminwa, ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont pris part active à ces assises de 3 jours qui ont réuni à Yokohama près de 5000 participants. Le Japon et les pays africains ont signé une déclaration finale qui souligne l'importance d'un approvisionnement stable et d'un développement responsable des minerais critiques. La vision de Félix Tshisekedi a été bien vendue auprès de plusieurs entreprises japonaises par le ministre des Mines, Louis Watum, qui s'est entretenu avec l'Onidi et Itpo Japan, Asian Mineral Limited, mais aussi Salafune, une entreprise japonaise spécialisée en intelligence artificielle. Regardez.
Au cours de ces assises, le ministre des Mines a successivement tenu plusieurs réunions le jeudi 21 août 2025 avec l'ONUDI et l'ITEPO Japon autour du renforcement des capacités, de la formation, de la clôture de la décade et du lancement du nouveau décade de l'ONUDI pour le développement industriel de l'Afrique. Un projet sur la télédétection par intelligence artificielle destiné à appuyer l'exploration en RDC a également été abordé. À ces sujets, une correspondance sera adressée au ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, afin de parrainer cette initiative sponsorisée par le gouvernement japonais. Un accord de coopération entre l'ONUDI et Salafun est en cours de finalisation. Avec Asia Mineral Limited, Amel et Kivuvu Congo Mine, joint venture entre Amel et Correct Resources, les échanges ont porté sur une mise au point de travaux géophysiques et administratifs liés à leur partenariat dans le Congo central. Enfin, une audience a été accordée à Solafun, entreprise japonaise spécialisée en intelligence artificielle et télédétection, en partenariat avec le service géologique national du Congo. Les discussions ont porté sur la signature d'un accord prévu à Yokohama ce vendredi. Invité par l'ONUDI et l'Union africaine, le ministre Louis Watum Kabamba est également intervenu comme panéliste sur le thème « Tirer parti de l'innovation pour la transformation industrielle de l'Afrique ». Dans son intervention, il a rappelé que les minerais stratégiques de la RDC placent le pays au cœur de la transition énergétique mondiale. Il a insisté sur la transformation locale en soulignant sa capacité à créer des emplois, générer de la valeur ajoutée et bâtir une industrie minière intégrée, durable et transparente. Le ministre a également rassuré les investisseurs japonais quant aux efforts du gouvernement en matière de transparence et de bonne gouvernance conformément à la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi et au leadership de la première ministre Judith Suminwa. Présent dans la délégation qui accompagne la première ministre au Japon, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a échangé avec Yoji Mutu, le ministre japonais de l'économie, commerce et industrie, avec l'annonce du retrait de la RDC de la liste noire des pays non éligibles au crédit japonais. Les échanges se sont focalisés sur la nécessité d'engager des négociations pour un accord de promotion et de protection des investissements pour permettre aux entreprises japonaises de s'installer de nouveau en République démocratique du Congo. Nathalie Yoko. Au cours de ces tête-à-tête entre le ministre congolais de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, et celui du Japon en charge de l'économie, commerce et industrie, il a été question de réévaluer le niveau de la coopération économique entre la République démocratique du Congo et le Japon. Premier constat dégagé dans ces relations économiques bilatérales est que les entreprises japonaises ne sont pas présentes en RDC. Daniel Mukoko Samba a convaincu le gouvernement japonais pour que les grandes entreprises de l'une des économies les plus stables du monde fassent leur retour au pays des Patrice Lumumba. Il a fait savoir que le retrait du Congo-Kinshasa de la liste noire des pays non éligibles au crédit japonais constitue un signal fort. Pour Daniel Mukoko Samba, le moment est venu d'engager des négociations pour la signature d'un accord de promotion des protections des investissements afin d'ouvrir un cadre approprié aux entreprises japonaises désireuses de s'installer en RDC. Nous avons aujourd'hui quelques startups japonaises qui ont pris le courage et se sont déjà installées à Kinshasa. Mais nous souhaitons voir revenir des grandes entreprises japonaises. Et à cet effet, nous avons convenu de la nécessité d'engager des négociations pour un accord de promotion et de protection des investissements qui devrait offrir le cadre approprié à ces entreprises japonaises dont nous souhaitons le retour en République démocratique du Congo. Le Japon a déjà marqué ses empreintes en République démocratique du Congo à travers quelques édifices de grande valeur, notamment le pont Oebeka, long de 722 mètres, basé à Matadi dans le Congo central, ou encore le boulevard Congo-Japon, exploit lourd, situé à Kinshasa.
Dans un autre registre, une forte délégation syndicale regroupant plusieurs organisations, dont l'Union des syndicats du Congo et la dynamique syndicale des finances, a échangé avec le ministre des Finances. Cet échange avait pour objectif, d'une part, remercier le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour avoir renouvelé sa confiance à Doudou Fwamba à la tête du ministère des Finances, et d'autre part, plaider pour l'amélioration des conditions de travail des agents des administrations financières. Regardez. Dans une atmosphère empreinte de respect et d'espoir, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde Libotai a reçu une importante délégation syndicale constituée de l'Union des syndicats du Congo, de l'Union nationale des travailleurs du Congo et de la dynamique syndicale des finances, au siège du ministère des Finances. Cette rencontre marque une étape importante dans la consolidation du dialogue social au sein de l'administration financière nationale. Les représentants syndicaux ont d'abord tenu à féliciter le ministre pour sa récente confirmation à la tête du ministère des Finances, symbole d'une confiance renouvelée du chef de l'État Félix Tshisekedi. En même temps, ils en ont profité pour exprimer les préoccupations des agents des administrations financières, en insistant notamment sur l'amélioration des conditions de travail et l'importance d'un renforcement de la prise en charge sociale, en particulier dans un contexte économique exigeant. Doudou Fwamba Likonde Libotai a salué l'initiative des syndicats, qualifiant leur démarche de noble, soulignant qu'elle vise le bien-être collectif. Il s'est montré rassurant, affirmant sa disponibilité et son engagement à accompagner leurs revendications. Je vais demander aux uns aux autres de rentrer dans vos lieux de service pour aller travailler. Je suis très reconnaissant de ces messages de soutien à l'endroit du chef de l'État. Ces remerciements que vous lui adressez pour m'avoir reconduit ici à la tête de ce ministère. Mais maintenant, l'heure est au travail. Nous devons faire ce dont les peuples attendent de nous. Vous, les agents et cadres de l'administration des finances, du secrétariat général, cessons de penser qu'aujourd'hui, le travail du secrétariat général se limite dans la notification et dans la signature de commissions d'affaires. En guise de conclusion, Doudou Fwamba Likonde Libotai a encouragé les syndicats à entretenir ces dialogues permanents et constructifs dans un esprit de rigueur et de proximité avec les agents. Cette approche vise à renforcer la cohésion interne et à contribuer à l'efficience de l'administration financière. À la fonction publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a eu des échanges avec 600 délégués syndicaux de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Le vice-premier ministre chargé de la fonction publique, justement, a également annoncé à ses délégués la mise en place d'un dispositif intérimaire de certification des listes. Il y a d'abord la loi portant statut des agents. Cette loi vient tordre le cou au phénomène de NU, de NP, non payé, de NA, non affecté. Dans le cadre du dialogue social, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a échangé le mercredi 20 août avec les 600 délégués syndicaux de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Cette loi instaure une administration tournée vers l'obligation du rendement et des résultats, avec l'évaluation des compétences et des performances. La contractualisation de la fonction publique pour des métiers qui ont été longtemps négligés dans notre pays. Les éboueurs, les paysagistes, les cantonniers. La loi instaure aussi pour les femmes le droit de cumuler le congé de maternité avec le congé de reconstitution. Elle instaure aussi la retraite à titre posthume. Le vice-premier ministre a également annoncé la mise en place d'un dispositif intérimaire de certification des listes en vue de la mécanisation des agents publics de l'État. En attendant la politique salariale, on va mettre en place un dispositif de certification des listes des agents appelés à être mécanisés. Parce que la mécanisation, pour le moment, est en train de s'opérer avec beaucoup d'opacité, avec beaucoup d'abus. J'ai même sanctionné certains agents de la cellule informatique
de la direction de préparation des éléments de la paie de la fonction publique. Parmi eux, il y en a certainement qui seront révoqués définitivement de l'administration. Les délégués ont été appelés à jouer pleinement le rôle de relais dans la vulgarisation des réformes engagées pour une administration performante au service des politiques publiques. Et 4 mois ont suffi pour assurer la formation des greffiers pénitentiaires dans plusieurs secteurs judiciaires. Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Ngéfa, a remis les brevets aux différents lauréats. Les greffiers brevetés sont désormais appelés à œuvrer activement en faveur du respect des droits fondamentaux des détenus, de l'amélioration des conditions de vie en prison et de la construction d'un système judiciaire transparent et digne de confiance. L'Institut national de formation judiciaire, INAFORJ en sigle, a été le cadre d'une cérémonie solennelle au cours de laquelle 50 greffiers pénitentiaires civils et militaires, parmi lesquels 16 femmes, ont reçu leur brevet marquant la fin d'une formation intensive de 4 mois. L'événement a été rehaussé par la présence de Guillaume Ngéfa à Tondoko, nouveau ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Lors de la cérémonie, il a félicité les lauréats pour leur engagement, soulignant que cette initiative s'inscrit dans la vision gouvernementale visant à renforcer les capacités des agents de l'État dans les buts d'un encadrement plus rigoureux du système pénitentiaire. La mission que l'État assigne aux greffiers pénitentiaires n'est pas facile. Il s'agit surtout de vous assurer en tout temps de la légalité et de la régularité de la détention de nos compatriotes. Au cours de ces 4 mois, les participants ont reçu une formation étoffée, couvrant plusieurs domaines clés. Les droits de l'homme en milieu carcéral, l'éthique et la déontologie du fonctionnaire public, la sécurité pénitentiaire et le maintien de l'ordre public, l'organisation judiciaire et la compétence des juridictions, l'informatique appliquée au secteur judiciaire. Dans son allocution, le ministre Ngéfa a mis l'accent sur la légalité et la régularité des détentions, appelant le nouveau greffier à devenir des acteurs engagés dans les réformes en cours. Cette prise de position s'inscrit dans une dynamique plus large, instaurée depuis sa nomination. Le vice-ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, présent à l'événement, a salué l'engagement du gouvernement à professionnaliser la justice militaire, rappelant l'importance d'une justice pénitentiaire forte pour la stabilité institutionnelle. Cette cérémonie représente une avancée symbolique quant à la modernisation du système pénitentiaire en République démocratique du Congo. Elle illustre non seulement l'effort des formations des agents de l'État, mais aussi l'engagement politique du gouvernement à assurer les standards professionnels élevés dans la gestion carcérale. À quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 1er septembre, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et des Nouvelles Citoyennetés, Raissa Malou, a rencontré à Kinshasa les leaders syndicaux nationaux de l'Éducation nationale. Cette réunion a porté sur l'évaluation des engagements pris par le gouvernement lors des assises de Bibois en août 2024. Elle en a profité pour mobiliser tous les acteurs du sous-secteur pour assurer une préparation optimale de la rentrée scolaire 2025-2026. Regardez. Les échanges ont permis d'évaluer de manière objective les avancées réalisées. Le président de l'intersyndicale, Godefroy Matondo, a salué cette initiative de la ministre d'État d'engager un dialogue direct et sincère avec le syndicaliste. Il a souligné l'importance de cette démarche pour trouver des solutions consensuelles et faire remonter les préoccupations de la base à l'autorité tutelle. Le directeur du cabinet de la ministre d'État, Simon Zono, a quant à lui détaillé les engagements déjà tenus par les gouvernements ainsi que ceux en cours des réalisations. Il a insisté sur la ferme volonté de l'exécutif de maintenir une collaboration étroite avec les banques syndicales dans l'intérêt supérieur des enseignants et des enfants congolais. Raissa Malou a également rassuré les délégués syndicaux quant à l'engagement du gouvernement à œuvrer pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants, malgré les contraintes budgétaires principalement liées à la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Le chef de l'État met l'enseignant comme une top priorité. Je ne suis au gouvernement que depuis 1 an et demi, mais j'ai pu voir à quel point le chef de l'État met vraiment l'éducation et l'enseignant dans sa priorité. Il y a quelques semaines encore, parmi les derniers conseils de ministres avant qu'il y ait le nouveau gouvernement,
en Conseil des ministres, il réinterpellait budget et finances pour leur dire de l'importance que l'on puisse, quand on prend des engagements, que l'on puisse tenir ces engagements. Notons que les gouvernements prévoient une série d'actions, notamment les nettoyages du fichier de la paix, afin de mobiliser des ressources supplémentaires pour assurer le paiement des enseignants NP et NU. Cette rencontre marque une étape importante avant le retour des enfants à l'école le 1er septembre prochain. Au ministère de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba a eu une séance de travail avec le patronat congolais pour une prise de contact, mais aussi les urgences de l'heure. Pour le ministre Massamba, il s'agit non seulement de donner des orientations légales, mais aussi d'écouter les employeurs partenaires privilégiés de son secteur. Christopher Ochokoum signe ce reportage. Dans l'optique d'établir le premier contact avec le patronat en République démocratique du Congo, le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, a réuni ce jeudi 21 août le banc patronal en présence de la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de l'emploi et du travail. Par cette démarche, je tiens d'une part à témoigner toute ma considération aux employeurs pour les efforts qu'ils déploient en vue de la conservation et de la création d'emplois dans un contexte économique difficile, et d'autre part marquer ma volonté de travailler en étroite collaboration avec vos organisations respectives pour le maintien d'un dialogue social permanent par des consultations et des échanges d'informations sur des questions d'intérêt commun liées au travail et à l'emploi, aussi de préserver la paix sociale dans les entreprises et établissements de toute nature. Pendant ces assises, les responsables patronaux de l'Association nationale des entreprises du portefeuille ANEP en sigle, de la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo, COPEMECO, de la Fédération nationale des artisans petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC, ainsi que de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, ont félicité le ministre Massamba pour sa nomination et lui ont fait part de leurs préoccupations majeures dans l'application du nouveau SMIG, en lui promettant la transmission prochaine d'un mémo du patronat. Le ministre Ferdinand Massamba a dit attendre ce mémo en appelant le banc patronal à lui faire confiance pour l'harmonisation des vues. Nous sommes venus écouter ses orientations et nous avions promis à son Excellence de lui fournir un mémo plus détaillé pour qu'il s'imprègne de toutes les difficultés. Il a eu l'écoute favorable. Il nous a promis qu'il a à la disposition du partenariat, dans la mesure du possible du texte, tous les problèmes que nous aurons posés. Enfin, le patron de l'emploi et du travail a surpris la Commission nationale de l'emploi des étrangers, CNE, en prenant part à la séance de travail de ce jeudi 21 août. Le ministre tient à encourager les employeurs étrangers tout en promouvant la loi afin de se conformer aux recommandations du chef de l'État qui a placé la question de l'emploi parmi les priorités de ses priorités. Le ministère des Ressources hydrauliques et électricité sous la supervision d'Aimé Sakombi Molendo en collaboration avec divers partenaires dont Guise a organisé l'atelier de validation technique de la politique nationale du service public de l'eau. L'atelier a pour but, entre autres, la clarification des parties prenantes dans le sous-secteur de l'eau. Empêché, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Sakombi Molendo, s'est fait représenter à ces assises par son directeur de cabinet, William Tumawaku, qui dans son allocution a déclaré aux participants qu'ils ont la responsabilité historique de bâtir un système de gestion de l'eau qui garantisse l'équité, la durabilité et la dignité. La préoccupation globale et majeure qui a été posée ici, c'est qu'il y a eu plusieurs revues qui n'ont pas abouti. Et nous tenons à ce que celle-ci soit la bonne. Les ministres réformateurs dans l'âme, je veux dire les ministres Sakombi, procéderaient de la manière suivante. Et le message nous a été transmis. Et dire que toutes les préoccupations doivent être prises en compte et répercutées à l'Assemblée ici en fin de période. Que chaque cellule dans sa partie qui prendrait les préoccupations qui la concernent les verserait dans le document final. Sur demande du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Sakombi Molendo,
cet atelier aura l'avantage de procéder à l'actualisation du draft de la politique nationale du service public de l'eau produit en 2020, 2023 et 2024 afin de mettre à jour les données au regard de nouveaux enjeux et défis du secteur de l'eau. Dans une démarche globale et inclusive, l'atelier de ce 22 août 2025 a connu la participation de plusieurs acteurs intervenant dans le sous-secteur de l'eau, la société civile, les organisations féminines, avec l'appui du projet RES 3 du GIZ. À la satisfaction de tous, le draft de la politique nationale de service public de l'eau, PNSPE en sigle, discuté à ce jour, a été techniquement validé. Un pas décisif vient d'être franchi dans la lutte contre la fraude et les blanchiments d'argent en République démocratique du Congo. Un protocole d'accord a été signé entre la cellule nationale de renseignement financier CNRF, représentée par son secrétaire exécutif Alder Kisula, et l'Ordre national des experts comptables, représenté par son président national Jean-Marie Ntumba Kabalambi. C'est un accord qui marque un tournant majeur. Les entreprises ne pourront plus falsifier les états financiers avec la complicité d'experts comptables sans en subir les conséquences. Toute tentative de manipulation ou de dissimulation d'informations financières s'exposera désormais à des sanctions sévères prévues par l'arrêté numéro 053 du ministre des Finances du 11 août 2025. Ce protocole vient répondre aux exigences du groupe d'action financière GAFI qui a placé la République démocratique du Congo sous surveillance renforcée. La CNRF ne peut bien exercer cette mission qu'avec l'accompagnement des autorités ordinales, notamment l'ONEC. Donc, Monsieur le Président, nous serons en contact permanent avec vous par rapport à cette supervision basée sur les risques. Et croyez-moi, même si l'on parle des sanctions, aucune sanction ne peut être prise sans l'avis, n'est-ce pas, de votre ordre. Ce nouveau cadre de collaboration vise à envoyer un signal fort, celui de la tolérance zéro contre la fraude. L'ONEC comprend très bien les enjeux du blanchiment, raison pour laquelle nous sommes disposés à accompagner la CNRF dans tous les efforts qui sont fournis pour pouvoir sortir notre pays de la zone grise. Les experts comptables, en tant que garants de la transparence financière, seront désormais tenus de signaler toute activité suspecte. L'initiative s'inscrit dans un effort plus large pour assainir le climat des affaires en République démocratique du Congo, renforcer la confiance des investisseurs et garantir l'intégrité des institutions financières. Le parti politique Génération 4 a organisé un point de presse où son président national Gaston Fumu a présenté le contenu de sa lettre ouverte adressée à plusieurs institutions du pays. Dans ce document, le président de Génération 4 plaide auprès du gouvernement pour des allègements fiscaux, question de promouvoir les entreprises locales et étrangères dans le but de générer d'emplois et de matérialiser le slogan « Le peuple d'abord » prôné par le chef de l'État Félix Tshisekedi. À travers cette lettre ouverte, Gaston Fumu Tshamba, président du parti politique Génération 4, a évoqué 3 principaux facteurs qui freinent les développements du pays, dont la poussée inflationniste sur le marché avec une augmentation de prix de produits de première nécessité causée par l'hypertaxation des entreprises locales, la forte dépendance du pays envers les exportations de minéraux non transformés et la non-diversification de l'économie, ainsi que la dépendance de la République démocratique du Congo envers les appuis budgétaires du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour financer les infrastructures. Nous ne produisons rien à part les minéraux qui sont échangés en dollars, et les dollars que nous allons consommer, qui n'est pas notre monnaie. Aucun minerai de notre pays n'est vendu en francs congolais. Et nous ne mangeons pas le minerai. Il y a certains d'entre vous ici qui ne connaissent pas les lithium, ni les cuivres. Des fois, même, aller encore loin, même pas l'or, ni les diamants. Il faut soutenir les opérateurs économiques parce que c'est la sociale du peuple qui prime d'abord pour que le peuple mange. Nous sommes dans un pays où il y a 99 taxes. Entendez-vous de cela? Le pain qui était à 500 qui est devenu aujourd'hui 600 parce que taxe est mati. Bah ici ba on ke moyen ba son besoin bongote bango DGD ko senga bango mbongo ba futa taxe ebele. Et le connaît lipa. Eza mabe. Eza li volonté à mokonzamboka te. Eza li volonté à ba ministre au bazali mal intentionné. Pour Gaston Fumu et son parti politique Génération 4, le 3 facteurs cités ci haut
Une fois prise en compte par le gouvernement, ceci va booster l'économie de la République démocratique du Congo tout en impactant positivement sur le panier de la ménagère. Le président de la République s'est battu. Direction la province du Haut-Katanga où le gouverneur intérimaire Martin Kazembe a reçu en audience le bourgmestre de la commune de Likasi, Olivier Kiboko. Au menu, les questions relatives aux entités territoriales décentralisées. C'est à 13h précise que le portail du bâtiment intelligent du gouvernorat du Haut-Katanga s'est ouvert pour accueillir un hôte de marque. À bord d'une Jeep 4x4, Olivier Munongomtiri Kiboko, bourgmestre de la commune de Likasi, invité officiellement par le gouverneur ad intérim pour une séance de travail, est arrivé en compagnie de sa collègue, la bourgmestre de la commune de Chitoro, Alimasura Achalora. Les deux autorités communales ont été reçues dans la salle de banquet par le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Plusieurs questions touchant aux entités territoriales décentralisées ont été abordées au cours de cet échange. À cette occasion, Olivier Munongomtiri a présenté plusieurs projets communautaires destinés à améliorer les conditions de vie de sa population, en droite ligne avec la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Un échange qualifié de fructueux qui aura duré plus d'1 heure. Au sortir de l'audience, le bourgmestre Olivier Munongomtiri Kiboko a livré ses impressions. Nous, la commune de Likasi et celle de Chitoro ici présente, à la rencontre du gouverneur, pour d'abord le féliciter depuis sa prise de commande à la province du Haut-Katanga et aussi échanger sur quelques petits points concernant nos entités respectives. Et on a eu aussi à lui faire des propositions sur les projets de réalisation que nous avons. Le chef a été réceptif et nous a promis de nous accompagner dans les tâches. Olivier Munongomtiri Kiboko et Alimasura Achalora ont renouvelé leur soutien au gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Une année à la tête de la province du Congo central, Grace Bilolo a jeté les bases du développement durable de sa province. Il a fait de la construction des infrastructures la priorité de ses priorités. Des bases solides ont été placées dans presque les 10 territoires ainsi que dans les 2 villes de la province. Retour sur un échantillon des actions réalisées par le numéro 1 de la province, cher à Simon Kimbangu. Dans les territoires de Madimba, 8260 km² de superficie, un projet déclencheur du développement inné. C'est la boucle d'Inkisi sous les lobbying de Grace Bilolo, 4200 mètres de voirie à construire pour désenclaver cette partie. Pour lier l'utile à l'agréable, le gouverneur Bilolo a doté les entités territoriales réparties en 4 brigades des gros engins de travaux. 320 GX Pampan 9, Lukaya, Katarak, Bas-Fleuve ainsi que les 2 villes de la province en vue de la réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Des travaux de construction des routes des dessertes agricoles de Kimpeso jusqu'au village Songamani en passant par Villa 1 et 2. Les 50 derniers kilomètres de la route qui mène à Luozi ne cessent de recevoir les coups des pioches et tracteurs pour son entretien. La route Luvaka qui va au site universitaire de l'Université Congo réhabilité en terre battue. Le stade Lumumba, 20 000 places laissées depuis 2014 à son état des chantiers interminables. 14 ans après, un héros va restaurer le secteur. La zone comprise entre les ponts Maréchal et le rond-point Kikanda est depuis des années prise en étau par les embouteillages récurrents. Grace Bilolo, par sa vision éclairée, a décidé par les truchements de son gouvernement provincial de construire une nouvelle route partant du PK0 au EBK vers la route secondaire La Torture. Le gouvernement provincial prend la résolution de la construction d'une nouvelle assemblée provinciale, un projet qui a primé parmi tant d'autres une bâtisse géante à la hauteur de la province dont les travaux évoluent à pas des géants. À Matadi, plusieurs coins de la ville subissent la transformation. La route Buma longeant Sansa, de grands travaux entrepris. La route Ntenga dans les cités populaires d'Ensanza, Molakisi, a fait peau neuve. La route de l'hôpital de référence Kikanda, ex-clinique en pleine métamorphose. À Boma, la route Zaïko reprend son ambiance des travaux. Dans l'entretemps, la notabilité des Boma croit fermement à la volonté et vision de Grace Bilolo à pouvoir booster les développements économiques de la ville.
Enfin, la solution vient d'être trouvée grâce à l'implication du gouverneur du Olomami, Marmon Banza Mouloumé. Les véhicules bloqués à Kamina à cause de l'effondrement du pont Lovoy ont été libérés sans difficulté. C'est là, voilà. Lors de sa descente à Lovoy, pour constater l'effondrement du pont, le gouverneur Marmon Banza Mouloumé avait rassuré aux passagers une solution urgente pour enfin libérer les camions bloqués à Louéji et à Kamina. Avec un sens élevé de collaboration, le gouvernement provincial a activé toutes les batteries, ensemble avec les ingénieurs chinois, sous l'œil vigilant de la CGT, qui a supervisé les travaux de créer une déviation afin de faciliter le passage des véhicules. À moins de 12 jours, les chauffeurs ont retrouvé du sourire aux lèvres. Le passage des camions sur cette déviation a été autorisé. Ceci témoigne de la volonté du gouverneur d'être chaque jour au service de sa population, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les usagers ont remercié le gouverneur et la CGT pour cette volonté, celle de trouver une solution urgente à cette situation qui a bloqué plusieurs véhicules et passagers dans le Olomami. Et puis c'est l'un des plus vieux partis politiques en République démocratique du Congo, fondé le 22 août 1964, le parti lumumbiste unifié qui s'inspire des idéaux de gauche et du nationalisme de Patrice Lumumba totalise ce 22 août 61 ans d'existence. Dans un message de vœux, le secrétaire général, chef du parti, le professeur Willy Makiashi a indiqué que ce 61e anniversaire est célébré au moment où la RDC est menacée par le démon de la balkanisation et autres antivaleurs contre lesquelles Lumumba s'investit en payant de sa vie. Il a indiqué par ailleurs que les festivités proprement dites du 61e anniversaire du Palou auront bel et bien lieu le dimanche 14 septembre 2025, suivant le programme détaillé qui sera communiqué par le secrétaire permanent du parti. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. À la demande des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce vendredi pour examiner les atrocités perpétrées contre les civils, notamment par l'AFC M23. Clôture de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le Japon et le pays africain ont signé une déclaration finale qui souligne l'importance d'un approvisionnement stable et d'un développement responsable des minerais critiques. Merci de votre attention soutenue et restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.